donc à la grande interview sur CNews et Europe 1. Bonjour Robert Ménard. Bonjour. Et bienvenue à vous. Vous êtes le maire des Verts-Droits de Béziers. Robert Ménard, la collégienne de Rennes a été hospitalisée. Je rappelle qu'hier matin, cet élève a menacé une enseignante avec un couteau pendant un cours. Le procureur a dénoncé, je cite, qu'elle voulait faire comme à Arras, faisant donc référence à l'assassinat du professeur Dominique Bernard. Mais c'est l'aspect psychiatrique là qui est mis en avant. J'insiste quand même, c'est une mineure de 12 ans. 12 ans avec une lame de couteau de 17 cm. Est-ce qu'on est démuni, Robert Ménard, là, face à des enfants de cet âge-là? Je suis comme vous, j'étais abasourdi. En plus, ce n'était pas la première fois, manifestement. Non, elle avait des antécédents. Avec un couteau. Alors, je ne me prononce pas sur l'affaire parce que j'en sais rien. Je veux dire, manifestement, ça ne doit pas aller très bien dans sa tête pour dire des choses comme ça et faire des choses comme ça. Mais c'est surtout, qu'est-ce que vous en faites de cette gamine? En plus, elle a moins de 13 ans. C'est-à-dire qu'il n'y a une réponse qu'éducative. Que des mesures éducatives. Alors, attendez, dans un certain nombre de cas, moins de 13 ans, bien sûr, il faut des mesures éducatives. Moi, je pense que tous les cas sont différents. Et je pense qu'on devrait laisser aux juges... Moi, je ne suis pas dans le genre à trouver que tous les juges sont laxistes. D'abord, ceux que je connais ne le sont pas, donc ils ne sont pas tous, c'est pas vrai. Ça, c'est des généralités qui finissent par être des bêtises. Et je pense qu'on devrait laisser, chaque fois qu'il y a des gosses de moins de 13 ans, aux juges la possibilité de ne pas suivre la loi aujourd'hui qui vous oblige à n'apporter une réponse qu'éducative. Dans un certain nombre de cas, je ne parle pas d'elle, je ne sais pas. Bien sûr, s'il y a discernement, non, voilà. etc. Et puis il y a un certain nombre de cas. Enfin, vous avez vu, le policier à Nice, ils avaient quoi, 12-13 ans, un certain nombre. Policier réserviste qui a été reconnu. Et ils ont tiré au mortier. Enfin, tu peux tuer quelqu'un quand même avec ça. Et qui s'est réfugié au commissariat. Voilà, vous avez vu ça. Vous avez vu même les gamins qui ont en gros vendu Samuel Paty, puisque c'était pour de l'argent et tout. Tu peux pas te dire face à ça qu'ils sont tous pareils. Moi, je pense que malheureusement, on est dans une société où, vous le voyez, c'est une violence de plus en plus jeune, de plus en plus radicale. Pardon de le dire devant vous. Avant, c'était beaucoup de garçons, maintenant, c'est des garçons et des filles. Et pareil, là, c'est pour les moins de 13 ans. Mais même le principe de minorité qui fait que vous coupez la peine en deux systématiquement entre 16 ans et 13 ans, dans un certain nombre de cas, il ne faudrait pas. Alors, certains pointent la responsabilité des parents. Là, le ministre de l'Intérieur, ici même hier sur CNews, dit que cette famille d'origine mongole n'avait pas de problème, il n'y avait pas de radicalisation religieuse et elle n'était même pas connue, dit-il, des services de police. Mais quand même, est-ce qu'on pointe une responsabilité dans l'éducation où est-ce que ça ne va pas? Je ne sais pas, madame. Je ne sais pas. Il y a des familles où tu vois, tout va à volo et tu te dis, tu les retrouves dans la rue. Moi, je vois, tu les retrouves dans la rue, ils font toutes les conneries du monde. Moi, je les appelle, vous savez, dans les rappels à l'ordre où je leur fais une morale. Enfin, les pires viennent jamais parce que la leçon de morale, ils n'en ont rien à faire. Les parents n'ont rien à faire. Et le projet de loi d'Aurore Bergé, enfin, l'idée d'Aurore Bergé, je trouve que c'est pas si mal. Sur les parents défaillants. Défaillants. Mais ensuite, il y a des familles qui sont non seulement dépassées, mais certaines complices. Moi, je le vois dans certains quartiers de Béziers, le trafic de drogue, ça nourrit pas, si j'ose dire, et ça donne pas de l'argent que de l'argent de poche. C'est intéressant. Vous avez la même analyse que la maire de Romans-sur-Isère qui parle, pour certains, d'un modèle économique familial. Mais bien sûr. Mais attendez, vous rigolez, ça fait vivre une partie de ces familles-là. Tout le monde le sait. Le problème, c'est comment on répond ça. Moi, et en plus, les réponses qu'on nous propose, par exemple, le maire que je suis a la possibilité de virer des logements sociaux. Les familles en question. Mais attendez, madame, ça, c'est ce qu'il y a écrit. Oui. Le mettre en œuvre. Mais enfin, attendez, c'est dingue compliqué. On n'y arrive même pas à le faire. Ça veut dire qu'il y a un certain nombre d'annonces. Moi, je trouve que c'est bien ce qu'elle a dit, Aurore Bergé. Vous voyez, donc je ne vais pas la critiquer et tout. Je dis qu'il y a des réponses. Mais maintenant, comment concrètement on va le faire? C'est-à-dire qu'il y a les grandes déclarations, fermeté, affichée, choc d'autorité si on peut dire. Mais sur le terrain, vous qui l'éprouvez en tant que maire, vous dites qu'il y a une montagne de normes et de complications. Je vous donne un exemple. On vous dit, il faut qu'il soit condamné. Mais il faut qu'il soit condamné définitivement. En plus, vous savez le temps qu'il faut entre le moment où se passe quelque chose. Moi, je pense à des cas dans ma tête. Exactement, des gens qu'il aurait fallu virer tout de suite pour leur dire, pour que les voisins comprennent un truc tout simple. Un an après, ils auraient dit, voilà, ils font ça, c'est des trafiquants de drogue. La mère, elle servait en plus à laver l'argent et la drogue. Donc on la sanctionne. Mais on la sanctionne pas un an. Attendez, je ne sais même pas si on va la sanctionner. Un an après, tous les faits
pédagogique, je ne sais pas comment dire, la menace pour dire, attendez, si vous faites des conneries, vous allez le payer, on le perd. Je ne sais pas. Honnêtement, je n'ai pas de réponse. Comment on fait pour ne plus renvoyer cette image d'impuissance? Là, j'en viens à l'actualité politique agitée, Robert Ménard. Emmanuel Macron ne veut pas d'une dissolution. Il ne veut pas d'un 49.3 sur le texte ô combien important. Immigration, qui touche aussi à la sécurité des Français. Elisabeth Borne poursuit en ce moment même les négociations avec les LR. Bruno Le Maire dit ce matin qu'il faut en revenir au texte durci tel que sorti du Sénat. Très sincèrement, pour ceux qui nous regardent ce matin sur CNews, ceux qui nous écoutent sur Europe 1, quelle image est donnée en ce moment? La pagaille. La pagaille. La pagaille, moi, ce que je crains, c'est que je ne veux pas mettre tous les parlementaires et tous les ministres dans le même sac, parce que ça fait d'une démagogie. Mais vu de l'extérieur, enfin, attendez, personne ne comprend plus rien. Et essayez de d'expliquer aux téléspectateurs là, qu'est-ce qui va se passer, tout, personne ne comprend. Mais en même temps, attendez, la seule chose, moi, qui m'inquiète, c'est qu'aujourd'hui, on a de vrais problèmes. Et si, paradoxalement, c'est un truc absolument incroyable, l'immigration, c'est ce qui divise le plus la classe politique, vous avez vu tout ce qu'on peut... Et c'est le truc le plus consensuel chez les Français. C'est-à-dire, c'est un des sujets où, vous avez vu, alors je ne vais pas reprendre les sondages, plus de 70% sur toutes les mesures qui paraissent évidentes. Enfin, attendez, ils ont par exemple refusé un truc. Je vais prendre un exemple pour ne pas en prendre 50. Aujourd'hui, il y avait une proposition de la droite que je trouve intelligente, de temps en temps, les propositions du centre qui le sont aussi, qui disait, si tu t'attaques, si tu menaces ou tu tues un policier ou un gendarme, on t'enlève la nationalité française quand tu as la double nationalité. Sinon, on fait des apatrides. Enfin, attendez, qui peut contester ça? Qui peut te dire qu'un type, s'il fait ça à un policier, il le menace ou il le tue, non, on ne va pas t'enlever la nationalité française. Mais alors, c'est quoi? Chacun a des intérêts politiciens, non, de la Macronie. Absolument, il n'y a que ça. C'est des logiques... J'allais dire une grossièreté. C'est des logiques minables de politique. Alors qu'on pourrait s'entendre. Moi, j'ai regretté, par exemple, qu'il n'y ait pas la discussion. Je pense que c'est un tort qu'il n'y ait pas la discussion pendant 15 jours. Parce que ce texte, il est ce qu'il est. Il y a plein de choses qui manquent dans ce texte. Mais de quel texte on parle, Robert? Non, le texte qui est... Non, alors je dis le texte qui est sorti... sorti du Sénat non, le texte sorti du par Sénat, la commission des lois? Le texte sorti du Sénat, moi, il m'allait très bien. Le texte détricoté, oui. Je vais y arriver, par la commission, beaucoup moins bien. Mais je pense qu'il fallait quand même partir de ça. Moi, je suis d'un pragmatisme total. Tout ce qui avance un petit peu, tout ce qui nous permet de régler quelques problèmes, c'est mieux que rien. Alors pourquoi la motion de rejet? Vous pensez que certains ont voulu, entre guillemets, le scalp de Gérald Darmanin? Ils ont voulu lui faire la peau. Oh. Mais enfin, attendez, c'est d'un minable. En plus de vous à moi, dans le gouvernement, s'il fallait faire la peau de quelqu'un, c'est quand même pas de lui que je le ferais. Il y a tout un tas de choses. C'est sa majorité qui s'est le plus mal comportée, plus que lui. Mais lui aussi, enfin, la veille, il traite les Républicains, il règle des comptes. Je l'avais le matin même, et je lui demande, je lui dis, est-ce que vous préparez dès cet après-midi à ce que tout soit terminé avant même le début? Il ne semblait pas, il était fébrile, mais il ne semblait pas y croire et pointer la responsabilité sur les LR, Robert Ménard, en disant quand même que si le texte ne passait pas, certains députés seraient responsables de potentiels actes criminels de délinquants qui ne pourraient pas expulser avec la loi. Est-ce qu'on peut dire ça à un parlementaire? Non, on ne peut pas dire ça. Ils sont d'un côté, il y a un certain nombre à droite qui voulaient lui faire la peau, ils n'y sont pas arrivés, mais enfin ils ont pensé, et de l'autre côté, alors lui, il l'est un peu, mais alors vous avez une majorité d'une arrogance. Attendez, je ne peux pas négocier avec vous si je commence par dire tous les torts que je vous fais, et avec des noms d'oiseaux de temps en temps. Évidemment, tu ne te donnes pas les moyens de le faire. Il faut un peu de caresses et pas que des insultes, si on veut négocier. C'est la vie, madame. Demandez aux gens. Si tu vas discuter avec quelqu'un que tu veux trouver un accord, tu te dis quand même, j'y mets un petit peu les formes. Honnêtement, il les a pas mis beaucoup. Donc quoi, ils ont péché par arrogance? Je pense qu'ils passent... D'abord, ils n'ont pas compris. Ils ont mis 1 an et demi à comprendre qu'ils étaient quand même minoritaires. Et que ça, mais de l'autre côté, attends. Est-ce qu'Emmanuel Macron le comprend? Parce que finalement, il faut parler du président de la République. On a l'impression, est-ce que c'est votre sentiment, que tout change pour que rien ne change, qu'il estime que c'est une péripétie institutionnelle et pas une crise politique, comme le disent certains? Je pense il ne prend pas la mesure des choses. 2, il pense que son charme suffit. Vous vous rappelez, Saint-Denis, c'était quand même les rencontres, c'est au charme. C'est un garçon qui a du charme, Vous avez vu, oui, il peut être séduisant. Mais ça suffit. Mais ça suffit pas. La séduction, ça, sur des choses anodines, ça peut fonctionner, mais pas sur des choses comme ça. Et ensuite, il a quand même une capacité à dire ce que son interlocuteur a envie d'entendre,
qui est sidérante. Or là, vous pouvez plus. C'est des choses trop graves, c'est trop compliqué. C'est d'une certaine façon. Il faut avoir du courage. Moi, ça m'a déçu parce que je lui trouve des qualités, mais je pensais que justement, comme il n'avait plus à se représenter, il aurait le courage de prendre un certain nombre de mesures. En plus, là, elles sont populaires, donc il pouvait le faire. Mais non, il les a pas. Maintenant, le courage, ce serait quoi? La dissolution? Est-ce que vous imaginez Jordan Bardella, Premier ministre d'Emmanuel Macron? Non. Pourquoi? Parce que je ne crois pas que ce soit une bonne chose pour la France. J'ai rien contre lui, je le connais, on se connaît et tout ça. Je ne suis pas sûr que ce soit une bonne réponse. C'est quoi la bonne réponse pour la France? Comment on tient là? Parce que c'est une situation de blocage, il y a des textes importants à venir. Oui, mais là, si on ne passe pas là, il n'y aura plus aucun texte. Alors on reste comme ça, hibernatus, on hiberne pas? Non, ils vont nous trouver 3 textes de société, vous savez. Enfin, attendez, regardez sur l'avortement. Vraiment, est-ce que les vraies questions sont posées? Par exemple, hier, sur ce plateau CNews, Gérald Darmanin, il engage un bras de fer avec le Conseil d'État. Je rappelle juste la situation. Cet individu ouzbek qui a été renvoyé du territoire parce que proche de la mouvance djihadiste par Gérald Darmanin. Le Conseil d'État épingle le ministre de l'Intérieur. Pourquoi? Parce que l'individu a fait un recours auprès de la CEDH. J'imagine ceux qui nous regardent ou nous écoutent ce matin disent pourquoi on ne sort pas, on ne s'éloigne pas de la CEDH. Et vous, que dites-vous? Attendez, moi je dis il faut prendre alors c'est un terme juridique, des réserves. C'est-à-dire ça existait avant. Je vous rappelle qu'il y avait des réserves. La France avait dit, en quoi ça veut dire? Tu as tant d'articles, alors l'article 18, celui-là, je ne l'applique pas. Sur l'article 25, je ne l'applique pas. Les États ont le droit, ils ont le droit de le faire. Le Danemark, par exemple, ils l'ont fait. Est-ce qu'aujourd'hui, je ne sais pas, je pose la question, est-ce qu'aujourd'hui, c'est la CEDH ou pas la CEDH, sur les droits de l'homme, la Convention européenne des droits de l'homme, ou pas? Moi, je pense que c'est jamais comme ça que ça se pose. Moi, je l'ai beaucoup utilisé comme patron de Reporters sans frontières pour défendre des gens. Donc, je suis pas contre le texte comme ça, globalement. Mais je pense qu'il y a des réserves à prendre. Je vous rappelle, pour la petite histoire, qu'un certain nombre de réserves ont été levées. C'est-à-dire qu'on a dit, allez, on applique tout le reste par la droite. Mais oui, par la droite. C'est pour ça que de temps en temps, si vous avez un peu de mémoire, vous vous dites, c'est un jeu de dupes. Parce qu'aujourd'hui, c'est vachement facile dans l'opposition vous savez, tu roules des mécaniques, tu dis je vais faire ceci. Mais moi, j'ai toujours envie de dire, mais attendez, merde, vous étiez au pouvoir. Pourquoi la situation? Mais pourquoi vous ne l'avez pas fait? On peut poser la même question au ministre de l'Intérieur qui dit ce texte est d'une urgence folle, mais pourquoi ne l'a pas fait avant? Mais c'est exactement ce que j'ai envie de lui dire. Moi, si je me retrouvais avec Gérald Darmanin, j'ai dit mais attendez, d'abord, il y a combien de temps vous êtes ministre? Pourquoi, quand vous êtes arrivé, là, vous ne pouviez pas prendre des mesures? Il n'y a jamais eu aussi peu d'expulsions de gens qui doivent être expulsés que la loi. Attendez, c'est ça, la réalité. Je veux dire, qui c'est qui a voté la loi, c'est sur le regroupement familial, qui l'a élargi aux frères et aux sœurs? Enfin, attendez, pardon, c'était pas avant vous, c'était vous. C'était vous. C'est ça la réalité. Mais on est dans un jeu de rôle. Le problème, c'est que ce jeu de rôle, il faut le faire éclater et il faut apporter un certain nombre de réponses parce que c'est des questions urgentes. Enfin, pardon, l'actualité, tous les jours, malheureusement, on revient là-dessus. Je voudrais conclure par une question difficile. Robert Ménard, c'est la une du Figaro ce matin autour de ce qui est appelé la fin de vie. Le Figaro s'est procuré le texte avant les arbitrages de l'Élysée. C'est important, c'est avant les arbitrages. Cet avant-projet prévoit ce qui est appelé une exception d'euthanasie. Autrement dit, l'euthanasie dans certains cas. D'ailleurs, sans jamais utiliser le terme, préférant parler de l'aide à mourir. Entre le respect du droit à la vie, mais aussi malheureusement, parfois de terribles souffrances, ou alors la fin qui approche et l'envie de partir, comment on tranche et qui doit trancher? Ça, c'est aussi c'est la quintessence du vrai sujet. Je vais vous faire une réponse. D'abord, il y a les soins palliatifs. D'abord, on soigne les gens. D'abord, on en met partout. D'abord, on fait que tout le monde ait droit aux soins palliatifs. Ça, c'est la première chose. La première chose. La deuxième, je vais vous dire un truc. C'est pas que je veux pas répondre à votre question. Il y a sur un certain nombre de sujets, je ne pense pas que la loi puisse trancher. Je ne pense pas. Parce que j'ai une expérience personnelle terrible de ça, que je suis catholique pratiquant, et que des fois, madame, vous vous trouvez dans des situations de telles difficultés, de telles horreurs, de telles souffrances, que même ce que vous pensiez sûr dans votre tête, c'est-à-dire « non, je ne ferai pas ça, non, c'est pas possible », pardon madame, il vous arrive de le faire ou d'aider à le faire. Donc moi j'ai tiré de cette expérience... Quand on est confronté soi-même.
très personnel au fait que je pense que l'État ne devrait pas se mêler de tout. Vous savez, aujourd'hui, la loi Leonetti, elle est ce qu'elle est, mais chacun se débrouille. On trouve quelque chose. Alors, on met des soins palliatifs parce que c'est quand même la plus belle des réponses. Et ensuite, l'État, il se tient à distance. Mais vous savez ce que je pense? Je pense que quand tu ne sais pas régler les problèmes de fond de ce pays, les problèmes dont on vient de parler, d'immigration et tout, les questions de société, comme on dit, tu sautes dessus parce que comme ça, d'un coup, tu te donnes une espèce de courage. Et là, il y aura toujours des gens pour dire « Ah, ils sont courageux, ils ont affronté. » D'abord, c'est plus compliqué. Je ne suis pas sûr qu'ils doivent s'en mêler. Et puis, qu'ils commencent à s'occuper des problèmes dont ils sont les seuls à pouvoir s'occuper. Parce que le reste, chacun des citoyens, on peut s'en occuper un petit peu. C'est-à-dire, par exemple, les questions d'immigration, par exemple, les problèmes de sécurité, par exemple, les problèmes de politique étrangère. Avant ces questions-là. Enfin, attendez, moi, je pouffe de rire. Moi, je suis pour l'avortement. Pour le droit à l'avortement, évidemment. Mais attendez, c'est de la démagogie de l'inscrire dans la Constitution. Personne aujourd'hui ne le remet en cause. On n'est pas aux États-Unis ici. Aux États-Unis, tu as 50 États qui peuvent chacun faire ce qu'ils veulent. C'est pas la même chose. Mais c'est tellement bien, c'est à quoi? À aucun frais. Tu peux faire ça. Tu peux vous savez, se draper tu es le type bien, qui est courageux, qui défend les femmes. Bien sûr qu'il faut défendre le droit à l'avortement. Aujourd'hui, la question qu'il faudrait peut-être se poser là-dessus, c'est pourquoi il y a toujours autant d'avortements. C'est ça la bonne question. Mais c'est tellement plus compliqué à résoudre que de le mettre dans la Constitution. Allez, on va le mettre dans la Constitution. Écoute, vous direz, ça fait de mal à personne. Mais enfin, attendez, on n'a pas d'autres sujets plus importants que ça. À bon entendeur. Merci Robert Ménard. C'était votre grande interview ce matin sur Europe 1 et CNews.